Et enfin, la dernière chose, alors ça concerne la section des intérêts nord-américains à La Havane. C'est une sorte d'ambassade, on peut dire, bien que ça n'ait pas le statut d'ambassade. Ça a été mis en place par Fidel Castro et Jimmy Carter en 1977. C'est une façon d'ouvrir un canal de communication direct et permanent entre les deux gouvernements et de faciliter les démarches consulaires d'intérêt commun. Bon, les intentions étaient très bonnes, mais c'est devenu au fil du temps un véritable nid d'espions et la base fixe de la contre-révolution. Les provocations des fonctionnaires de la CINA, on ne compte plus, c'est divers et variés. Mais d'ailleurs, très récemment, c'est le 1er novembre la dernière fois, le ministère des Relations extérieures a protesté parce que la CINA organise l'enseignement de l'informatique dans ses locaux, sans aucune autorisation. Enfin, pour enseigner, comme dans tous les pays, il faut un certain nombre d'autorisations, de formalités à accomplir, donc rien n'a été... et la dernière protestation date du 1er novembre 2012. Le 3 novembre, sans aucune gêne, la CINA reconnaît qu'effectivement, ils utilisent le bureau des intérêts pour donner des cours et des formations à des Cubains qui le demandent. Mais la plus connue de ces provocations, émanant des fonctionnaires de la CINA, ça a été l'installation au sommet de leur édifice, en janvier 2006, d'un gigantesque bandeau lumineux défilant, destiné, alors entre guillemets, à faire passer des messages au peuple cubain. Alors, exemple de message, de nombreuses Cubaines décentes ne peuvent vivre décemment qu'en faisant des choses indécentes. Si tu es jeune et jolie, qu'est-ce qui te rapporte le plus, suivre des études ou suivre un espagnol? Ce genre de choses qui défilaient au sommet de la représentation diplomatique des États-Unis. Alors d'autres reprenaient des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien entendu sortis de leur contexte. Enfin, il y avait de tout et ça défilait. Alors, qu'est-ce que les Cubains ont fait? Ben, pas grand-chose, en définitive. Ça paraît un peu étonnant parce qu'on essaie d'imaginer ce qui se passerait si en plein Paris, l'ambassade de n'importe quel pays faisait défiler des choses qui mettent en cause le gouvernement du pays où il est. Eux, ils ont fait installer une forêt de drapeaux. Des drapeaux cubains, mais noirs. Alors le fond est noir et l'étoile est blanche. C'est une protestation contre les attentats et les provocations qui sont mises en œuvre constamment contre eux, mais c'est une protestation tout à fait pacifique et c'est une action qui ne contient aucune agressivité, juste il rappelle que, voilà. Alors, ça c'était les actions que les États-Uniens dirigeaient vers Cuba. Maintenant, on va voir les propositions cubaines vers les États-Unis. C'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est surprenant parce que, par exemple, au moment où la CINA organise ses cours, en sachant qu'ils enfreignent la loi cubaine et qu'ils le reconnaissent sans aucune gêne, juste à ce moment-là, le gouvernement cubain venait de leur proposer leur aide pour les victimes de l'ouragan Sandy. Alors, il y a une affaire qui a été très compliquée entre Cuba et les États-Unis, c'est l'affaire des 5. Le 12 avril 1997, une bombe explose dans la discothèque de l'hôtel Melia Cohiba. C'est le premier attentat d'une longue série qui est organisé par le réseau mis en place par Posada Cariles et qui est financé par la Fondation nationale cubano-américaine basée à Miami. Bon, la Fondation nationale cubano-américaine n'a rien officiellement à voir
avec le gouvernement des États-Unis, sauf le fait que celui-ci ne lui fait jamais d'ennui. Et donc, à ce moment-là, le chef de la CINA de l'époque fait parvenir au gouvernement cubain un certain nombre d'informations concernant des attentats en préparation sur l'île. Au mois de mars 1998, le chef de la CINA est reçu par le ministre des Relations extérieures qui lui lit la proposition suivante. Ces faits criminels sont extrêmement graves et portent préjudice non seulement à Cuba et aux États-Unis, mais à d'autres pays de la région. Nous avons le devoir d'empêcher qu'ils se réalisent impunément. Ceci ne serait pas difficile si les États-Unis et Cuba coordonnaient la lutte contre ces actions par l'intermédiaire de leurs organes correspondants. Le chef de la CINA dit que si le gouvernement cubain disposait de plus d'informations, ce serait très bien qu'il y ait un échange de ces informations, donc tout le monde est d'accord apparemment. Alors, un peu plus tard, le 9 mai 1998, à nouveau le chef de la CINA fait une proposition au ministre des Relations extérieures. Le gouvernement des États-Unis exprime son inquiétude devant ces actions terroristes et se dit prêt à agir à partir de ces informations pour faire appliquer la loi et combattre le terrorisme international. Le gouvernement des États-Unis demande au gouvernement cubain de partager les informations adéquates en provenance d'autres gouvernements qui pourraient avoir une relation avec le risque d'actes terroristes concernant des vols à Cuba depuis leur territoire. Donc là, c'est clair, il y a une demande d'échange d'informations. Le 15 juin 1998, une délégation d'experts du FBI arrive à La Havane et reçoit des mains des autorités cubaines toutes les informations qu'elles ont pu réunir sur les attentats en préparation. Le 12 septembre 1998, Antonio Guerrero, Gerardo Hernandez, Fernando González, Ramón Labanino et René González, les 5 agents cubains qui ont permis de rassembler toutes ces informations, sont arrêtés par le FBI. Ils sont en prison depuis. Et un d'entre eux, au moins, a écopé de 2 perpétuités plus 15 ans. Alors, malgré le soutien qu'ils ont à travers le monde, ben, il n'y a rien à faire, ils sont toujours en prison, ils ne sont pas prêts de sortir. Donc voilà le genre d'échange entre Cuba et les États-Unis. Alors pourquoi rendre le bien pour le mal? Ben, ça devient clair parce que voilà le contexte. Et donc là on est en 98, le 12 septembre 98, avec cette affaire des 5 et sa fin désastreuse. La même année, les ouragans George et Mitch font des milliers de victimes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cuba, naturellement, envoie immédiatement des brigades médicales sur place, mais Fidel Castro veut faire mieux. Il se dit qu'il pourrait former autant de médecins qu'il y a eu de victimes par ces ouragans et les renvoyer dans leur pays, former des médecins pour leur pays d'origine. Il ne s'agit absolument pas de vol de cerveau. Et c'est ainsi que sera créée l'école latino-américaine de médecine qui permet à des jeunes de milieux défavorisés de tous les pays, y compris des États-Unis, de venir se former gratuitement à Cuba et d'obtenir leur diplôme de médecin. Le seul engagement qu'on leur demande, c'est de s'engager, une fois leurs études terminées, à retourner dans leur pays d'origine. Cuba ne veut pas les garder, c'est clair. Alors, des États-Unis, ben, il y en a. Il n'y en a pas énormément parce que c'est pas facile quand on vit aux États-Unis de dire ben, je vais aller faire mes études à Cuba et d'avoir... Il y en a quelques-uns qui ont le courage de le faire. Il faut savoir que quand ils rentrent, on ne leur facilite pas les choses non plus. Ils sont toujours en but à des tas de tracasseries et autres. Alors l'ELAM, l'école latino-américaine de médecine, reçoit des étudiants de 24 pays. Sur ces 24 pays, il y a 19 pays latino-américains, 4 africains. Et puis bon, on l'a déjà dit, les États-Unis. C'est quand même la même année, voilà. Alors le 11 septembre 2001, ben, évidemment, le gouvernement cubain fait une déclaration officielle. Alors je vais vous la lire.
Le gouvernement de la République de Cuba a appris avec douleur et tristesse les nouvelles sur les attaques violentes et par surprise réalisées ce matin contre des installations civiles et officielles à New York et à Washington et qui ont causé de nombreuses victimes. La position de Cuba contre toute action terroriste est bien connue. Notre histoire le prouve et tous ceux qui connaissent l'histoire de nos luttes révolutionnaires le savent parfaitement. Il ne faut pas oublier que notre peuple a été victime durant plus de 40 ans de telles actions encouragées depuis le territoire même des États-Unis. Aussi bien pour des raisons historiques que pour des principes éthiques, le gouvernement de notre pays refuse et condamne énergiquement les attaques commises contre ces installations et exprime ses condoléances les plus sincères au peuple nord-américain pour les pertes, douloureuses et injustifiables, de vies humaines que ces attaques ont provoquées. En cette heure amère pour le peuple nord-américain, notre peuple se solidarise avec le peuple des États-Unis et exprime sa totale disposition à coopérer dans la mesure de ses modestes possibilités avec les institutions sanitaires et avec toute autre institution à caractère médical ou humanitaire de ce pays, aux soins et à la réhabilitation des victimes causées par les faits qui ont eu lieu ce matin.